Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 6e conférence du cycle Les Écritures dans les mondes anciens 2 de l'Institut des langues rares de l'EPHE-PSL. Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Madame Irma Mora Aguiar, l'une des très rares spécialistes au monde de l'écriture libico-berbère. Irma Mora Aguiar a obtenu une thèse de doctorat dans le programme interuniversitaire Territorio y Sociedad, Evolución Histórica d'un Espacio Tricontinental. Elle est lectureur dans la spécialité Géographie et Histoire à l'Universidad Europea de Canarias. Elle est également membre fondatrice et actuellement co-directrice de la Cátedra Cultural de Estudios Berberes. Sa thèse de doctorat, portant le titre La contextualización arqueológica y epigráfica de las inscripciones líbicos berberes de El Hierro, a récemment été distinguée par le Extraordinary PhD Award. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Après la présentation, vous pourrez poser vos questions soit en levant la petite main jaune en bas à droite dans les actions de Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat. Sans plus attendre, nous nous réjouissons de vous entendre. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je vais remercier à Lilara cette invitation à parler sur l'histoire de l'écriture libico-berbère. À mon avis, l'écriture est un sujet très intéressant pour des raisons fondamentales. La première est que l'alphabet témoigne une relation historique, l'alphabet libico-berbère, je veux dire, une relation historique entre ses utilisateurs. Et la seconde est que l'écriture nous donne une vision émique de ces sociétés que nous étudions. Et c'est pour ces raisons que je me consacre à l'étude des inscriptions libico-berbères, en particulier celle des îles Canaries, de mon pays. Donc, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, il y a plus de 10 ans, je voulais savoir de où venait l'alphabet canarien. J'ai donc dû approfondir l'étude des alphabets du continent. Selon la classification traditionnelle de l'écriture libico-berbère, les alphabets sont divisés en deux groupes. Le premier groupe, le groupe des alphabets libiques, qui comprend l'alphabet libique oriental et l'alphabet libique occidental. Et d'autre part, le groupe saharien, qui comprend les alphabets anciens et modernes, et appelés aussi tifinagh. Le tifinagh est utilisé aujourd'hui par la population touareg. Cependant, si l'on examine la classification, on constate qu'elle n'inclut pas l'alphabet canarien, ni les inscriptions rupestres du Maroc ou de la Kabylie. Nous constatons donc que la classification traditionnelle n'inclut pas d'importants corpus épigraphiques. En effet, la classification n'a pratiquement pas changé depuis le 19e siècle. En outre, nous sommes surpris par l'absence d'une perspective, d'une vision historique. Quelle est la relation historique entre l'Europe saharienne et l'Europe libique? Pour tenter de répondre à ces questions et d'autres questions, j'ai d'abord consulté de nombreux ouvrages et d'articles sur la biographie libico-berbère,
sur des autres inscriptions, sur l'histoire de la culture, l'histoire de l'Afrique du Nord, autour de l'archéologie des îles Canaries et de l'Afrique du Nord, etc. Et j'ai ensuite documenté la inscription de El Hierro. El Hierro est la plus petite et la plus occidentale des îles Canaries. Mais cette petite île contient la plupart du corpus canarien, un total de 115 inscriptions libico-berbères, seulement à la petite île de El Hierro. J'ai également visité la Tunisie, car d'après mes recherches, c'est là que se trouve l'alphabet le plus ancien. En outre, la région du Sud m'a beaucoup intéressée car on y trouvait des inscriptions très similaires à celles des îles Canaries. J'aurais aimé voir plus de sites d'archéologie, mais pendant mon doctorat, je n'ai reçu aucun financement institutionnel. Et en fait, je devais payer pour travailler. La troisième étape a été la comparaison alphabétique. J'ai étudié plus de 1500 inscriptions libico-berbères provenant des stèles et des panneaux rupestres. Et ces inscriptions contenant plus de 18 000 lettres. Ces inscriptions étaient réparties sur plus de 400 sites archéologiques et selon mon étude, ils appartiennent à 5 alphabets. Le libique oriental officiel, le libique oriental funéraire, le libique occidental, le libique méridional et le libico-berbère de transition. Ils sont répandus par les régions que vous pouvez voir dans l'image. Pour la comparaison alphabétique, les étapes suivantes ont été suivies. La localisation et contextualisation des inscriptions, les comptages de raffins et l'étude morphologique. La localisation et contextualisation des inscriptions a parfois été difficile, car la plupart de leur documentation a été réalisée pendant le protectorat français. Et comme vous savez bien, la toponymie a changé après la indépendance. De plus, certaines inscriptions étaient situées dans des petits villages et, comme vous pouvez imaginer, la microtoponymie est difficile à localiser. La deuxième étape a consisté à calculer 18 500 raffins. Ces procédures m'intéressaient car les lettres les plus fréquentes représentent généralement des morphèmes grammaticaux. Ensuite, j'ai dû étudier les comportements des raffins les plus courants en suivant les méthodes que le philologue Otto Rosler a utilisées pour le libique oriental. Grâce à ces méthodes, je peux connaître mieux qu'un autre l'histoire de cette écriture. Selon les plus anciennes datations et aussi l'étude épigraphique, l'alphabet le plus ancien est l'alphabet libique de Douga. Cet alphabet a dû se former après les contacts culturels entre les Carthaginois et les Numidiens à partir
de l'expansion de Carthage vers l'intérieur des terres pendant la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. D'après l'étude épigraphique, on observe une plus grande ressemblance entre l'alphabet libyque et l'alphabet phénicien qu'avec l'alphabet punique. De même, ce changement dans l'alphabet phénicien s'est produit au 5e siècle avant Jésus-Christ, coïncidant avec les contacts entre les Carthaginois et les Numidiens. Des coïncidences formales et phonologiques peuvent également être observées entre nombreuses lettres phéniciennes et libyques. Bien entendu, les Numidiens ont également créé de nouvelles lettres pour représenter des autres phonèmes, c'est clair. L'alphabet libyque est probablement devenu officiel à partir du 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, coïncidant avec l'urbanisation de Douga. Les inscriptions monumentales de Douga témoignent cette utilisation et contiennent des noms, des titres et des fonctions urbaines. Vous pouvez voir dans l'image une inscription libyque officielle. Il est possible que l'alphabet libyque soit devenu populaire après la réunification de la Numidie entre le règne de Massinissa et celui de son fils Mikipsa. Il existe plus de 1 milliard de inscriptions funéraires numidiennes. En général, leur alphabet a évolué par rapport à l'alphabet officiel. Aussi, l'alphabet original semble s'être répandu dans les régions voisines de la Mauritanie, spécialement dans la région de la Tingitana, au nord du Maroc actuel, je veux dire. Parce que les plus anciennes inscriptions occidentales sont trouvées ici, au nord du Maroc, des inscriptions libyques occidentales. Puis, après la mort du roi numidien Jugurtha, l'alphabet s'est peut-être répandu avec l'expansion mauritanienne du roi Bocchus Ier. Et vous pouvez voir deux inscriptions occidentales et la plupart des vestiges de cet alphabet correspondant à des inscriptions funéraires. Les différences entre les alphabets orientaux et l'alphabet occidental résident dans l'utilisation des consonnes vélaires et sibyllants différents. Tous ces consonnes sont présents dans le libyque officiel, dans les premières libyques. À cours de ma thèse, j'ai constaté l'existence d'un troisième alphabet libyque. Bien entendu, des autres chercheurs avant, comme Lionel Galland et Abdelaziz El-Khayari, avaient déjà signalé son existence possible sur les stèles du limes Tingitan. Cet alphabet libyque méridional était utilisé sur les stèles autour
autour du Limes. De la Tunisie au Maroc. Cet alphabet semble s'être répandu sur les routes caravanières vers les régions présariennes, où les supports rupestres est prédominant. Sur l'image, vous pouvez voir la route des Tchotts, bien étudiée par le professeur Rousset. Les graphes les plus caractéristiques de cet alphabet sont les suivants. La première lettre est la K asymétrique qui a également été utilisée dans certaines inscriptions officielles, pas beaucoup. La seconde est la velare emphatique qui est autochtone du Limes et de la région présarienne. Le troisième trait est la coexistence de deux sibilants qui sont incompatibles dans l'alphabet occidental et oriental funéraire, mais qui sont compatibles ici à l'alphabet libyque méridional et aussi à l'alphabet ancien, à l'alphabet officiel. Le troisième trait est la présence des ligatures aux consonnes liées qui ne se trouvent que dans la transcription rupestre, également aux îles Canaries. Vous pouvez voir les signes mentionnés dans ces stèles méridionales de la Tunisie et aussi du Maroc. Vous pouvez voir la velare emphatique, la K asymétrique qui est ici, la K asymétrique ici, et vous pouvez voir là la velare emphatique et aussi la coexistence des différents sibilants dans une même site archéologique. On voit également ces signes dans les inscriptions rupestres. Et la velare emphatique et aussi la K asymétrique. Remarquez que la forme du K asymétrique est en train d'évoluer. Il y a une évolution. Et regardez aussi ces marqueurs sur les inscriptions canariennes. Ici, les ligatures. Vous pouvez voir les ligatures ici, une autre ligature, et aussi des autres signes. Et, s'il vous plaît, vous pouvez remarquer l'évolution totale de la K asymétrie ici. Et on peut en déduire qu'il s'agit d'un alphabet de l'Antiquité tardive. Et cela veut dire un petit-fils de l'alphabet libyque officiel. À mon avis, la cause principale de la diffusion est la romanisation. La romanisation a été plus dure, plus intensive entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Rome impose un modèle de vie urbain et une agriculture intensive qui se heurte au mode de vie nomade et transhumain de certaines populations locales. Cette situation a provoqué plusieurs révoltes, comme la révolte des Tacfarinas pendant le 1er siècle. Mais finalement, Rome a écrasé
ces soulèvements et les nomades sont enterrés, au contraire, ils sont déplacés vers le sud de du Limès. Après la sédentarisation, il y a eu une croissance démographique et une partie de la population s'est déplacée vers le sud. Il est à noter que la population locale utilisait encore l'alphabet libyque, qui a coexisté avec le latin jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, selon les études du professeur Mansour Ghaki. À partir du IIIe siècle, l'Empire romain Septime Sévère, qui est un empire d'origine libyenne de la ville de Leptis Magna, il a dynamisé les commerces caravanières parce qu'il connaît bien les territoires et les routes indigènes. À partir de ce moment-là, la langue et l'écriture vont s'enfoncer dans les Sahara central. En résumé, je veux dire que le premier alphabet est né à partir de la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ et que la transcription des Douga, qui sont postérieures, sont ces dernières évidences. Ce libyque primitif se popularise en la Numidie et donne lieu au libyque oriental funéraire. Et de même, le libyque primitif donne lieu au libyque occidental dans la Mauritanie. Le troisième fil de l'alphabet ancien est le méridional, qui s'étend vers le sud, atteignant les îles Canaries et les Sahara. Pendant le Moyen Âge, cet alphabet a évolué vers les alphabets de transition. Qui donnent lieu à des dictionnaires traditionnels des Touaregs. Et je vais remercier votre attention. Si vous avez des questions, je suis très content de vous écouter. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Alors, c'est le moment de poser les questions. Comment expliquer la présence de lettres phéniciennes archaïques remontant au 7e siècle dans l'alphabet libyque? Est-ce qu'il peut préciser est-ce qu'il part sur un site d'archéologie ou qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Parce que je ne comprends bien la question. S'il vous plaît, Nassim, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? J'ai plusieurs questions, je vais me contenter d'une seule. En fait, pour les caractères que vous avez identifiés dans les variantes du libyque occidental, c'est-à-dire le cas asymétrique et oui. je croyais qu'il y avait un deuxième cas. Déjà, je voudrais savoir quelle est la valeur exacte. Vous parlez sur les marqueurs alphabétiques du libyque méridional, non? Exactement. Donc, je voulais savoir pour ces caractères-là, comment vous aviez fait pour leur attribuer une valeur phonétique. Oui, oui, c'est un autre. Oui, pour ce travail, je comparais de différents corpus des inscriptions et comme je vous exposais.
et j'ai étudié leur comportement dans les inscriptions. Et c'est une hypothèse de transcription libico-berbère que j'ai défendue dans ma thèse de doctorat, qui j'ai présenté récemment, que j'ai publié, je veux dire, récemment dans un livre qui s'appelle De Numidia a Canarias, el viaje de la escritura libico-berbère. Je compare beaucoup de lettres. Aujourd'hui, je suis focalisée dans l'histoire, pas dans la transcription. Je comparais un total de 1005 inscriptions et aussi les comportements des séraphins. J'ai vu les comportements suivant les méthodes d'Otto Rosler, qui a été un philologue allemand qui a suivi une méthode de comparaison des affixes, de permutation et commutation des affixes dans les mêmes racines. Et aussi, il y a des autres pas, comme par exemple l'utilisation du point, qui est dans la transcription libico-berbère. Par exemple, ici, aux îles Canaries, le point a un caractère segmenteur. Et ça veut dire que quelquefois, le point a coupé les affixes et la racine. Donc, on peut nous introduire petit à petit dans les valeurs, dans les valeurs morphologiques et aussi les valeurs phonologiques. Et aussi, j'ai écrit sur ces questions dans un article qui est public, qui est sur Internet, qui s'appelle La transcripción del alfabeto líbico-bereber canario, el ejemplo de El Hierro. C'est en espagnol, mais... Alors, j'ai une question. Je croyais que la plus vieille inscription était celle de Aziz Ben Ikis, dont il y a au Maroc. Oui. Et pourrait-on revoir la stèle détériorée dans une caisse, slide numéro 21, s'il vous plaît? Merci. Je vais vous parler sur cette question, la question de l'inscription d'Aziz Ben Ikis, qui a étudié très bien, et le professeur Abdelaziz El Khayari. Je vais chercher l'image de ces gravures pour mieux comprendre la question que je vais répondre. Dans l'image, vous pouvez voir un article très, très intéressant qui est cet article sur nouvelles remarques chronologiques sur l'inscription libique d'Aziz Ben Ikis. C'est très, très, très intéressant. Et à mon avis, révélateur. Et le professeur El Khayari a montré que l'inscription est plus moderne que les gravures. Parce que l'inscription qui est ici évite comment s'appelle, un griette. S'appelle griette, fraction, je ne sais pas, je ne connais bien les paroles en français. Vous pouvez voir que ces lignes naturelles ici a affecté les gravures, mais n'est pas affecté l'inscription. Et aussi, vous pouvez voir que ces lettres, peut-être IN, a évité la fracture et se trace parallèlement à la ligne naturelle. Et aussi, d'abord, Malon a dit que ces gravures, l'homme d'Aziz Ben Ikis, est très pareil à les gravures du sud de l'Espagne, les gravures de l'âge du bronze, pour ces similitudes.
formale, similitude esthétique. Après, Rabiel Camps a dit peut-être que cette inscription et ces gravures sont du 8e siècle avant Jésus-Christ. Parce que ces gravures a des similitudes avec des autres gravures des autres régions de l'Europe. Et aussi parce qu'il y a une lettre qui est très pareille à un motif, pas une lettre, à un motif qui était dans une poterie phénicienne de l'île de Rashgoum, à l'Algérie. Ce sont des comparaisons aujourd'hui un peu difficiles d'accepter aujourd'hui. Aussi, la professeure Renata Springer a démontré qu'il y a des différences techniques entre les gravures de l'homme et les techniques de l'inscription. Il y a des différences techniques. Donc, on ne peut pas associer ces deux motifs. Et je reprends la question. Comment expliquer la présence de lettres phéniciennes archaïques remontant au 7e siècle dans l'alphabet libyque? Et en précisant la question, Dominique Cassajus a montré que l'alphabet libyque possédait des emprunts phéniciens archaïques remontant au 7e siècle. Il donne notamment l'exemple du SH, qui est connu, enfin du Shin, je pense, qui est plus similaire aux formes anciennes phéniciennes. Il conclut, je cite, « Récapitulons notre parcours. 4 signes libyques de Douga, G, T1, Shin, Z2, sont identiques à leurs correspondants phéniciens, si du moins l'on s'en tient pour 3 d'entre eux à des états de l'écriture phénicienne ou punique remontant au moins à l'époque du médaillon de Carthage, c'est-à-dire quelque part entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. » Et oui, je connais ce travail de Dominique Cassajou. C'est un travail très intéressant, très stimulant pour moi aussi. Mais j'ai aussi lu sur l'évolution du phénicien un professeur espagnol il s'appelle José Luis Zamora, si je rappelle bien. Et il a dit que ce changement que je vous avais montré, ça produit pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Je me suis appuyée sur ces travaux. Je ne suis pas spécialiste dans l'alphabet phénicien, mais je suis spécialiste dans l'écriture libyco-berbère et je suis aussi spécialiste dans l'histoire. Et donc, il faut aussi comparer l'étude épigraphique avec l'étude historique. Cette expansion des Carthaginois a été lieu à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, j'ai une autre question, mais qui tourne autour de la même problématique, de Ursula Schattner-Rieser, en 2 parties. D'abord, bonjour, je pensais que les attestations d'inscription punique les plus anciennes datent du 5e siècle avant notre ère. Comment pouvez-vous dater des inscriptions du 7e siècle avant et pensez-vous que l'alphabet a été adopté des Phéniciens ou par un autre intermédiaire? Oui, ça c'est déjà une partie, vous pouvez peut-être répondre à ça. Il n'y a pas de datation archéologique, c'est le problème. Il n'y a pas de datation archéologique, mais il y a plus de ressemblances entre l'alphabet phénicien et l'alphabet libyque officiel. Donc,
on peut en déduire qu'il y a une relation. Mais aussi, il y a une relation historique à partir de ce moment-là. Il y a plus de contacts archéologiques entre les Carthaginois et aussi les Numidiens à partir de ce moment. Donc, on peut en déduire ces moments qui, à partir de ce moment, il y a plus de relations culturelles. Donc, c'est possible que l'alphabet libyque ait été originé dans ce moment-là. Aussi, il y a des autres documents qui parlent sur l'histoire des Dougas. Oui, à 3e, à 4e siècle avant Jésus-Christ. Ces documents ont dit que Douga, qu'il y a une ville qui s'appelle Douga, qui c'est une ville, pas un village. Donc, peut-être que la formation de la ville de Douga a stimulé la création et l'officialisation d'un alphabet libyque. Ursula, est-ce que je vous réponds? Je suis professeure de langue sémitique et plus particulièrement de l'hébreu et de l'aramien. Très bien. Donc, évidemment, je m'intéresse à l'histoire de l'alphabet phénicien, mais c'est quand même très hypothétique puisque là, si je me souviens bien, la plus ancienne inscription bilingue libyco-berbère phénicien date du 2e siècle avant notre ère. Donc, comme vous dites, tout est par déduction, mais on n'en a pas d'ancienne inscription phénicienne 17e siècle là-bas, etc. Donc, on pourrait même se poser la question d'un emprunt par ailleurs, hein, pas forcément des Phéniciens. Il y a quand même une part d'hypothèse. C'est une hypothèse que j'explique dans ma thèse. C'est une hypothèse de travail pour mieux avancer et pour comprendre mieux l'histoire et l'origine de l'alphabet libyque et aussi pour comprendre l'histoire de l'alphabet canarien. Non, mais c'est très intéressant, hein, mais justement, ça me donne à réfléchir. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. D'accord, merci. Et j'ai aussi entendu parler de 2 types d'alphabets aux Canaries, dont l'un serait plus archaïque ou ancien. Il y a une vague de peuplement remontant avant l'époque romaine et elle aussi liée au libyque méridional, point d'interrogation. Oui, je connais ces hypothèses et c'est l'hypothèse du professeur Werner Perla. Il a parlé sur 2 alphabets de peuplement des îles Canaries. Cette hypothèse a été répandue, répondue par la professeure Renata Springer, qui a montré qu'il n'y a pas de 2 alphabets. Ce sont les mêmes alphabets. Mais c'est bien clair qu'il y a des différences entre la technique. Les appelés alphabets anciens utilisent la technique de piquet, qui est piqueté, oui, qui est plus rond et plus cadré. Et l'autre technique, l'incision, donne des formes plus aiguës, non? C'est normal. Mais il n'y a pas de superposition entre les 2 techniques qui montrent des différentes étapes dans c'est possible, hypothétique, bac alphabétique. C'est différents alphabets. Aussi, c'est possible, alphabet archaïque et ancien, on partageait les mêmes signes, les mêmes lettres. Donc, ce ne sont pas
ne sont pas des différents alphabets, ce sont les mêmes. Comment expliquer les fortes ressemblances avec les écrits sud-sémitiques? Oui, il y a plus de ressemblances parce que cette écriture, c'est une écriture très géométrique. Et j'ai lu que l'écriture sous-sémitique vient aussi du même range qui est des autres alphabets, parce que l'alphabet, l'histoire de l'alphabet, c'est une histoire d'emprunt et de contacts culturels. Donc, il y a une relation historique entre tous les alphabets, direct ou indirect. Justement, je me posais cette question également. Il y a une ressemblance, comme vous dites, avec les écritures sud-arabiques et donc aussi éthiopiennes, dont les inscriptions sont plus anciennes. Certains sont donc vraiment table. Le chemin ou d'emprunt aurait pu venir sur des voies de commerce aussi de cette région-là, en remontant le Nil, par exemple. Les 1000 avant Jésus-Christ. Je ne parle pas de 1000 avant Jésus-Christ, mais comme les Sud-Arabiques est attesté plus ancienne par la voie maritime, en fait, du Nil, l'emprunt aurait pu se faire aussi à partir de ces langues-là, pas forcément directement du phénicien, puisque l'aspect, en fait, première ou la ressemblance première est plus donc géographique, comment dire en français, comment on dit, le type d'écriture est plus semblable au sud-arabique qu'au phénicien, à part ces quelques lettres de Chine. Mais il faut s'appuyer. Tout le monde parle toujours du phénicien. Parce que c'est clair, la historique. Hérodote nous a raconté, mais ça ne veut pas dire, vous voyez ce que je pense, pour la réflexion que automatiquement, on déduit toujours l'emprunt des alphabets, si c'est de l'aramien, bon, là, géographiquement, ça colle, du phénicien, mais ça pourrait aussi être justement déjà par une autre variante, même si celle-ci remonterait aussi au phénicien. Est-ce que je veux dire qu'il n'y a pas de relation historique entre les sourds arabiques et les numidiens? Ce sont des peuples qui sont très éloignés, non? Oui, je parlais de voir par la commerce, hein, puisque le proto-cananien viendrait aussi du Sinaï, qu'on retrouve après. Mais où sont les évidences? Est-ce que nous ne savons pas d'évidence entre ces contacts? Mais nous avons des évidences documentaires et des évidences archéologiques entre les contacts des Carthaginois et les Numidiens, sont voisins, je veux dire, ils sont voisins. Et aussi, les Numidiens sont bilingues. Massinissa était bilingue. Mais c'est beaucoup plus tard. Oui. Moi, c'est cette date du 7e siècle qui m'étonne beaucoup. Plus tard, évidemment, à partir du 5e siècle, c'est évident. Mais d'inscription datée, on n'en a pas avant le 2e siècle, avant notre ère. Donc, c'était juste pour l'origine de l'alphabet, au fait, vous voyez. Oui, il y avait des questions dans le chat un peu aussi sur ces questions d'un lien éventuel avec même le proto-sinaïtique, mais avec évidemment la question de la discontinuité à la fois temporelle et en partie géographique. Donc, ça pose un problème en termes de scénario historique plus concret. Voilà. Alors, eh bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, remercions Madame Mora Aguillard pour cette conférence et pour la discussion très animée également. Occasion rare de découvrir les alphabets libyco-berbères jusqu'aux Canaries. Alors, nous vous retrouvons dans 2 semaines, le jeudi 11 mai, avec Yvan Germer, qui nous parlera d'hiératique égyptien, l'autre grande écriture égyptienne ancienne. Nous avons eu les hiéroglyphes l'année passée.
et de découvertes récentes qui ont été faites à Tripé en Moyenne-Égypte, où ils ont trouvé littéralement plusieurs dizaines de milliers d'ostracas inscrits. Donc, Yvan Gernand fera une conférence intitulée « Écrire le hiératique sur des tessons à l'époque hellénistique et romaine, support et écriture ». Mais d'ici là, merci beaucoup encore, et aussi de la part de Shatner-Isner dans le chat et de Mobil Tagraola et d'autres. Merci beaucoup, merci pour les réponses, merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Merci à vous et à Lilara, et aussi merci à toutes les personnes qui ont partagé ces questions et ces réflexions. C'est un plaisir pour moi et partager ces moments.